Alors bonjour, bienvenue à cette formation. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Euh, donc la formation qui est organisée par Activer le changement et Aléa, qui est la compagnie que je représente aujourd'hui. Puis les prochains modules, les prochaines semaines, on va discuter d'analyse de risque et de plan de contingence dans le contexte de la pandémie du coronavirus, donc de la COVID-19. Aujourd'hui, on commence avec le module 1 qui porte sur la gestion du risque. Ce module-là va avoir deux séances. On est présentement dans la séance 1 de 2. Activer le changement, je pense que vous connaissez quand même assez bien le programme. C'est une initiative qui s'échelonne sur 5 ans, financée par AMC, qui a pour but d'augmenter l'efficacité, les capacités des petites et moyennes organisations à travers le Canada, dans l'objectif d'atteindre les résultats de développement durable en matière en appui à la politique d'aide internationale féministe puis aux objectifs de développement durable des Nations Unies. La formation qu'on vous présente, évidemment, elle fait partie d'une série d'opportunités que Activer le changement offre aux petites et moyennes entreprises et plus spécifiquement là, pour passer à travers la crise de santé mondiale qu'on vit actuellement, les circonstances extraordinaires d'aujourd'hui. Notre formation s'inscrit évidemment dans un éventail d'opportunités d'apprentissage qui sont disponibles en ligne et même en personne, peut-être un peu moins ces temps-ci vu les consignes gouvernementales de santé publique. Donc, on vous invite à visiter le site web de Activer le changement, puis également à suivre l'organisation sur Twitter. Donc, vous allez avoir davantage de détails. Mais moi, qui suis-je? Donc, vous voyez, habituellement, j'ai les cheveux plus courts. Donc, la pandémie a eu raison de ma coupe de cheveux, comme probablement plusieurs d'entre vous de l'autre côté de l'écran. C'est juste que moi, je ne vous vois pas. Donc, je suis présidente directrice générale et également fondatrice d'Aléa. Mon nom, c'est Marie-Claude Ducap. Chez les anglophones, je m'appelle MC. Même les francophones, j'ai travaillé pendant quelques années en Afrique de l'Ouest. Donc, on m'appelait MC à ce moment-là. Vous avez mes coordonnées, donc surtout n'hésitez pas en tout temps à me contacter. Soit par courriel ou par téléphone. Vous allez voir, on va vous donner des petits devoirs au fil des prochaines semaines. Si vous avez des questionnements à ce niveau-là, vous nous envoyez un petit courriel, on prend un petit rendez-vous téléphonique. Au niveau du suivi francophone, j'ai également ma collègue Sania Boilard, qui est coordonnatrice à la formation, ça se pourrait que je lui transfère votre courriel. Donc, on va partager le suivi ensemble avec vos questions, puis vos interrogations, puis vos commentaires. Qui est Aléa? Peut-être que vous avez entendu parler de nous, surtout au niveau francophone. On travaille quand même avec l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Mais si vous êtes ailleurs dans le pays, c'est peut-être la première fois que vous entendez parler de nous. On a fait un webinaire, entre autres, avec le BCCIC, oui, donc en Colombie-Britannique. Donc, on commence à travailler avec le secteur des petites et moyennes organisations. Ce qu'on fait, c'est qu'on est vraiment spécialisé en matière de gestion de risque, mais à la mobilité internationale. Donc, on vient se spécialiser dans tout ce qui est déplacement de vos gens hors territoire. Évidemment, la gestion de risque, ce sont des concepts qui sont très génériques. Donc, tout ce qu'on va discuter au fil des prochaines semaines, c'est transférable, c'est applicable à différentes sphères de votre organisation et même dans votre vie personnelle. Oui, moi, j'ai comme l'impression d'utiliser très souvent ma gestion de risque avec mon conjoint qui a toujours faim. Ou les enfants qui crient, etc. Donc, c'est ce qu'on fait. On travaille principalement avec le segment des institutions scolaires à travers le Canada. Puis, comme je vous l'ai dit, avec la COSI, mais également des membres du Québec et la Colombie-Britannique.
On est composé d'une petite équipe très efficace, comme plusieurs de vos équipes, évidemment. Donc, au bureau, il y a moi, il y a Sania, comme je vous ai dit, coordonnatrice à la formation. On a également une collègue qui va se joindre à nous sous peu. On a Tom, qui est notre analyste. Et on a également un conseil consultatif que vous voyez à l'écran présentement. Donc, c'est un ensemble d'individus qui sont là pour nous appuyer chez Aléa parce qu'on est très humble, on sait qu'on ne détient pas toutes les réponses. Par contre, on a les ressources pour aller chercher les réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Peut-être qu'il y a des gens à l'écran que vous reconnaissez parce que c'est des gens qui ont été relativement actifs dans le milieu de la coopération internationale et certains d'entre eux le sont toujours. Donc, on est épaulés, on n'est pas une grosse équipe au bureau, on a un conseil consultatif avec nous, puis on a un ensemble, un accès vraiment à différentes ressources là, pour nous épauler de ce côté-là. Donc, une petite équipe, ça veut dire qu'on est agile, qu'on est flexible et qu'on est accessible. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Mais là, rentrons dans le vif du sujet dès maintenant. Quels sont les objectifs de cette formation-là qui s'étire sur 3 modules? D'abord, c'est vous aider à obtenir un portrait de vos pratiques en matière de gestion de risque. Donc, on va avoir on a un outil d'auto-évaluation pour vous aider justement à dresser ce portrait-là. On va en parler davantage là, un petit peu plus tard. On veut vous aider à prioriser les aspects qui sont à développer. Okay? Donc, pour être efficace, quelles sont vraiment vos priorités en tant qu'organisation? Ce n'est pas à nous de les décider, c'est toujours en fonction de votre culture organisationnelle, mais ce qu'on espère, c'est être capable de vous outiller pour prendre les meilleures décisions possibles pour votre réalité. On va essayer de mieux comprendre les enjeux de sécurité qui sont liés à la pandémie, puis les impacts qui sont sur votre programmation internationale. Évidemment, on a plusieurs personnes qui participent à cette formation-là. On ne peut pas s'asseoir avec vous puis faire déterminer les impacts précis de votre organisation, mais on va pouvoir justement, là, lors des discussions, lors de plénières, ça va vous permettre de peut-être entendre ce qui se passe ailleurs, puis vous permettre de dire « Ah, bien, ça se passe aussi chez nous. » Donc, c'est ça l'idée. Hein? Nous, on est là comme experts pour partager de l'information, des outils, des concepts, mais après, on va aller travailler en sous-groupe pour partager ensemble, apprendre de l'expérience des autres organisations pour pouvoir ensuite retourner au sein de votre organisation, puis mieux être outillé justement là, pour apporter des changements requis. Et donc, on veut vous aider à identifier les risques, les analyser, à mettre en place les mesures d'atténuation, donc les outils dont je vous parlais là, il y a quelques secondes. On veut aussi améliorer vos capacités pour élaborer vos plans de contingence en matière d'hibernation, de relocalisation et d'évacuation. Puis, bien, overall, en somme, ce qu'on veut, c'est augmenter la qualité de votre plan de sécurité. C'est ça l'objectif de la formation. Et c'est ce qu'on fait, nous, chez Aléa, c'est vraiment d'améliorer vos pratiques en matière de sécurité pour garder vos gens en sécurité. Je vous parlais que notre formation va avoir 3 modules. Le module 1, qu'on démarre dès maintenant, la gestion du risque. Le module 2, l'analyse des risques. Et le module 3, la gestion de crise efficace. Donc, c'est là qu'on va, entre autres, dans la gestion de crise, qu'on va parler de procédures d'opération standard et de développement de plans de contingence. Mais ces POS-là, puis ces plans de contingence-là, doivent être développés suite à avoir analysé les risques correctement. Donc, on va vraiment, tout ça va s'imbriquer. Puis, au fil des prochaines semaines, tranquillement, pas vite, si vous faites vos devoirs à la maison, chose qui est très importante, mais vous allez pouvoir justement, au terme de tout ça, avoir une meilleure visibilité sur comment les changements que vous pouvez apporter au sein de votre organisation. Chaque module, on présente des séances asynchrones qui sont théoriques. Donc, présentement, c'est une séance asynchrone. Le module 1 en a 2. Okay, on a 2 séances asynchrones. Donc là, c'est la séance 1 de 2. Puis, le module 2 et 3 ont 3 séances asynchrones. C'est ce qu'on a planifié. Ce qu'on veut, c'est vraiment garder votre attention pendant 25 minutes à peu près, plus ou moins.
pour justement que ce soit facile, que vous ayez peut-être une pause, que vous puissiez regarder un des vidéos. Donc, c'est ça l'idée de vraiment garder des capsules. C'est pour ça qu'on les sépare. Puis, on va les diffuser le vendredi de la semaine précédente à la séance en direct. Donc, cette séance-ci est diffusée le 22 mai, puis la séance en direct, c'est le 27 mai. Puis pendant ce temps-là, tout de suite après, on est en train de préparer les capsules pour le module 2. Les séances asynchrones, puis comme je vous ai dit, on a une séance en direct, une séance synchrone, qui est de 90 minutes, au cours de laquelle on fait une brève introduction, mais tout de suite, on va vous séparer dans des groupes de discussion. C'est pour ça qu'on vous a posé d'ailleurs des questions avant la formation pour avoir une idée de qui vous êtes, de ce que vous faites pour séparer en fonction de vos paramètres organisationnels, puis que les discussions soient vraiment bénéfiques, vous soient vraiment bénéfiques. Puis, comme je vous disais, vous avez des petits devoirs. Ces petits devoirs-là vont vous préparer pour la séance en direct. Donc, pendant la séance asynchrone, on vous donne l'information, on vous remet le devoir que vous devez faire avant la séance synchrone. Ça demande, oui, de l'engagement de votre part, mais on pense vraiment que ça va être concret et intéressant de cette façon-là pour vous. Donc, je viens de parler de comment les séances en direct se déroulent. On va avoir les discussions, un retour en plénière. Quand vous allez aller en discussion, on a un ensemble de questions qu'on va vous poser, qu'on va vous donner pour mousser les échanges. On retourne en plénière avec des objectifs, donc on va vous poser des questions plus spécifiques. Puis à la fin, il va y avoir un 15-20 minutes là, pour poser vos questions, pour qu'on puisse, chez Aléa, vous répondre avec notre expertise. Donc, on y va, on commence le module 1. Introduction, c'est fait. On va parler de taxonomie des risques organisationnels, des obligations légales, puis comment on opérationnalise le risque. Il y a 4 grandes catégories. La gouvernance, qu'on va aborder aujourd'hui. Dans la séance 2, on va aborder la prévention, la gestion de crise, suivi évaluation. Puis, je vais vous expliquer votre petit devoir. Donc, excusez-moi, là, c'est la première fois que je gère un PowerPoint comme ça. D'accord. Donc, on va parler de la pandémie. J'ai fait une petite pause parce que j'ai réalisé que mon téléphone était ouvert. Donc, parlons de la pandémie. Évidemment, l'apparition du coronavirus a soumis les organisations à un stress qui était vraiment important. Vous avez dû vous adapter à la situation rapidement. Vous avez dû utiliser des ressources et des outils de gestion de crise qui étaient en place. Vous avez travaillé à reprendre votre contrôle. Puis, ce que vous avez essayé de faire, c'est de limiter les conséquences autant que possible sur vos activités, votre communauté. Quand je parle de communauté, je parle de vos employés, de vos parties prenantes, de vos partenaires, etc., etc. La pandémie est toujours présente. Puis, on doit, autant en tant qu'individu qu'organisation, continuer de concilier avec les répercussions du virus sur notre programmation, que ce soit sur notre programmation, sur nos activités, nos opérations quotidiennes au bureau, que sur notre programmation à l'international. Vous avez peut-être même du financement qui provient de bailleurs de fonds qui vous exigent de démontrer comment vous allez tout de même atteindre les résultats, parce que sinon, peut-être, il faut vous retourner les sous, etc., etc. Donc, c'est aussi dans cette optique-là qu'on est ici aujourd'hui, c'est dire comment ce virus, quelles sont les répercussions du virus, puis comment qu'on va analyser ces risques-là, puis comment qu'on va développer des façons de faire là, pour justement pouvoir répondre à ces exigences-là. Pourquoi on gère les risques? En mobilité internationale, c'est parce qu'on veut éviter les blessures psychologiques et physiques à nos voyageurs, mais aussi les risques
ça peut être, ça peut entraîner des recours légaux. Donc, si on les gère de façon inadéquate, on peut être poursuivi. Et ça peut être autant au niveau fédéral que provincial, autant au niveau civil que criminel. Une gestion inadéquate, ben, ça peut entraîner une perte de crédibilité, donc ça peut avoir un impact sur votre réputation. Ça peut obliger d'arrêter vos activités à l'international. Puis comme je parlais il y a quelques instants, votre perte de crédibilité pourrait faire en sorte que vous avez certains bailleurs de fonds qui décident de se retirer de votre programmation. Ce qu'on ne veut pas aussi, c'est improviser quand on a des crises. Donc, c'est pour ça qu'on est supposé faire une analyse de risque et essayer d'élaborer des scénarios qui nous permettent de mettre en place des procédures, des plans de contingence, etc. pour que quand on fait face à une situation, mais qu'on n'improvise pas et qu'on est efficace. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait un impact non plus sur notre communauté. Donc, on veut réduire les conséquences autant que possible. Une mauvaise gestion va faire en sorte que ça pourrait avoir des impacts sur nos parties prenantes, c'est-à-dire nos voyageurs, nos partenaires internationaux, nos familles, la communauté de l'organisation, etc. Puis, une mauvaise gestion va aussi avoir son lot va avoir un impact sur nos activités puis nos services essentiels, sur nos opérations quotidiennes. Hein, vous le savez, quand c'est arrivé, là, cette belle pandémie-là, vous avez probablement dû éteindre des feux, hein, comme on dit, gérer les urgences, mais pendant ce temps-là, les courriels continuent de rentrer, les opérations au bureau continuent de fonctionner, mais si on a des bonnes choses en place, bien cet impact-là est moins grand. Là, je parlais tout à l'heure qu'on va regarder plus spécifiquement les risques de la COVID sur la sécurité lors de la mobilité internationale. Mais malgré tout, comme je vous disais, tout ça est transférable. Okay? Puis, ces concepts-là, parce qu'on n'a pas une formation de 30-40 heures, ce n'est pas un cours universitaire non plus, donc on n'a pas le temps d'aller dans le détail de l'ensemble des catégories de risques que la COVID a un impact. Mais on va vous donner ici, là, c'est ça, on va parler de la taxonomie des risques. Une taxonomie, dans le fond, c'est l'ensemble, okay? C'est toutes les catégories de risques qui sont au sein de votre organisation, qui se présentent au sein de votre organisation. Puis ce qu'on veut, c'est que quand on va dresser notre taxonomie des risques, on veut qu'elle soit complète, on veut qu'elle soit commune, puis on veut qu'elle soit fixe. Okay? Donc, quand on commence à dresser le portrait de quels sont nos risques organisationnels, c'est les 3 qualitatifs qu'on veut avoir. Complet, commun et fixe. Okay? Ces 3-là. D'abord, complet, on veut envisager tous les risques possibles, okay, qui peuvent avoir une répercussion ou des répercussions sur les objectifs qu'on s'est fixés en tant qu'organisation. On veut que ce soit commun, okay, parce que ça facilite le regroupement. Okay, puis en étant commun puis au même endroit, c'est vraiment facilitant pour effectuer notre analyse. Puis on veut qu'elle soit fixe, okay? Parce que dans le temps, une analyse de risque, on ne fait pas juste une analyse de risque quand on démarre une organisation ou quand on vit une situation particulière. On est supposé faire une analyse au fil du temps. Okay? Donc, si nos catégories de risque ne sont pas fixes et qui sont changeants au fil du temps, on ne peut pas les comparer. Okay? Donc, c'est important de pouvoir faire une analyse comparative, donc d'avoir une taxonomie qui est fixe. Okay? Comment on fait pour arriver à une taxonomie? Donc là, donnez-moi une petite chance, on va essayer de voir si je suis capable de faire ça. Je pense que oui, ici. Attendez, voilà. Je vais aller au départ. Donc, on vous a fourni un outil. Okay? Donc, ça s'appelle Taxonomie des risques. C'est un PDF dans lequel on vous donne une procédure pour identifier vos risques au sein de votre organisation. Fait qu'on vous a donné des exemples. Vous avez un ensemble de risques ici, opérationnels, communication, gouvernance,
gestion d'information, avec une petite description, pour justement vous aider à identifier lesquels dans tout ça sont des risques qui s'appliquent à votre organisation. Okay? C'est ça, qui s'appliquent à votre organisation. Donc, c'est important. Chaque organisation a sa culture, chaque organisation a sa nature d'opération, la nature de ses activités, de sa programmation. Donc, ces risques-là vont varier. La taxonomie va varier d'une organisation à l'autre. OK? Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est définir les risques qu'on a identifiés. Donc, par exemple, un risque de gestion des ressources humaines. Bien, c'est que vous avez un risque que l'efficacité de votre organisation soit compromise en raison de l'incapacité de remplacer rapidement un membre du personnel dû à une situation inattendue. Décès, maladie, situation familiale particulière, etc. Okay? J'ai pris cet exemple-là particulièrement parce que c'est très applicable à la pandémie ici. Okay? En fonction de ce qui s'est passé dans votre organisation. Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui a été atteint de la COVID? Est-ce que vous avez quelqu'un qui avait une personne à risque à la maison et qui ne pouvait plus travailler? Ou est-ce que la situation familiale, avec les enfants qui courent autour du bureau, ça fait en sorte qu'on a une personne qui dit « Moi, je ne suis pas capable, je ne peux pas prendre le stress de travailler en même temps que d'avoir les enfants à la maison. » Donc, est-ce que ça a eu un impact sur votre efficacité organisationnelle? Donc, c'est ça qu'on va vouloir faire. Pour chaque risque, on va vouloir les définir. Je vous ai donné 3 autres exemples. Puis ensuite, on veut les regrouper dans des grandes catégories. Okay? Ici, j'ai donné un exemple générique d'une taxonomie d'une PMO. Ça donne à peu près ça. Je pense que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va s'appliquer 100% à votre organisation, mais ça vous donne une idée de ce que ça pourrait avoir l'air. Là où est-ce que je veux vous amener, c'est au niveau légalité. Vous voyez un petit astérix. C'est que certains risques que vous allez avoir identifiés pourraient être dans différentes familles. Okay? Donc, le risque de légalité, donc avoir un risque d'une poursuite peut avoir un impact financier, mais peut également avoir un impact réputationnel. Donc, ces risques-là pourraient se retrouver à différents endroits également dans votre taxonomie. Ce qu'on veut faire ensuite, c'est effectuer l'analyse de chacun de ces risques-là qui sont répertoriés. Puis, au fil des prochaines heures qu'on va être ensemble, on va vous donner une façon de travailler qui va vous permettre de revenir à votre taxonomie. Donc, on va regarder vraiment les risques liés à la mobilité. Okay? On va aller dans le pointu avec ça. Mais après ça, tout ce que vous allez avoir appris, vous pourrez venir l'appliquer dans votre taxonomie des risques. Okay? Dans la situation politique, dans la gestion des ressources, etc., etc. Donc, revenons à notre présentation ici. Voilà. Donc, rapidement, cette diapositive-là revient un peu sur ce que je viens de dire. Comme je vous ai dit, nous, on va aller plus spécifiquement au niveau des risques opérationnels liés aux opérations, puis on va aller vraiment dans la santé et sécurité en mobilité. Okay? D'abord, on va dire quels sont les risques qui influencent la sécurité de nos voyageurs en santé et sécurité lorsqu'ils ont à se déplacer. Bien, ici, c'est rien qui sort d'un chapeau de magie, là. Si je vous avais demandé, si je vous avais posé la question, vous auriez identifié ces catégories-là. Les catastrophes naturelles, les conflits sociopolitiques, la criminalité, les infrastructures, puis les conditions sanitaires et médicales. Puis c'est, entre autres, dans cette dernière catégorie-là que la COVID-19 vient s'insérer. Mais là, aussi, ce que je veux aussi faire, c'est vraiment clairement vous outiller en matière d'obligation, de comprendre pourquoi on fait de la gestion de risque. Puis là aussi, je vais vous montrer, on vous a fourni un autre outil ici qui s'appelle la fiche cadre légal. Donc, ça vous donne l'information sur le devoir de diligence de votre organisation. Comment qu'on fait pour se défendre? Donc, il faut démontrer qu'on fait preuve de diligence raisonnable. Quelques informations supplémentaires sur les peines. Puis ensuite, il y a les lois provinciales. Okay? Donc, cet outil-là, c'est un outil que vous allez avoir et qu'on a jugé que ça pouvait être intéressant parce que souvent, vous avez un conseil d'administration, vous avez une direction à laquelle vous voulez justement montrer que vous avez une obligation légale en ce sens.
Donc, cet outil-là est intéressant pour vous, vient appuyer les prochaines diapositives que je vais discuter avec vous. Là, je me rends compte qu'on dépasse un peu le 25 minutes. C'est surtout parce qu'on avait notre introduction cette semaine. On va s'ajuster. Donc, le code criminel, okay? Donc l'article 219 qui traite de négligence criminelle dit que va être coupable de négligence criminelle quiconque en faisant quelque chose ou en ne faisant pas quelque chose qui est dans son devoir de faire, okay? Qui montre une insouciance, okay? À l'égard de la vie de quelqu'un. Donc, ce qu'on dit, c'est que s'il y a quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas, okay? Comme exemple très très simple, quelque chose qu'on fait, je pousse quelqu'un dans les escaliers. C'est téméraire, hein? C'est une insouciance très téméraire, puis que je cause un dommage à quelqu'un. Okay? Donc, c'est pas juste que je la pousse, puis elle se relève, puis tout va bien. C'est que je l'ai poussée, puis je l'ai blessée. Okay? Donc, j'ai fait quelque chose où, quand on marche proche de l'escalier, c'est dangereux, et j'ai oublié de mettre une barrière pour que la personne ne tombe pas. Okay? Donc, j'ai été insouciante. Okay? Parce que je sais très bien que c'était dangereux. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et évidemment, pour pouvoir être poursuivi de négligence, il faut qu'il y ait eu un dommage à autrui. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que là, on parle du Code criminel canadien, mais c'est qu'il y a des lois provinciales aussi en matière de santé et sécurité au travail. Par exemple, au Québec, qui c'est le Code civil et qui, d'ailleurs, la mesure de contrôle qui est en place est la CNE-SST. OK. Là, ça va plus loin en matière d'obligation. C'est que quelqu'un qui dirige un travail, okay, ou l'exécution d'une tâche doit prendre les mesures pour éviter que quelqu'un soit blessé. Okay? Donc, vous, dans votre rôle, votre organisation, puis vous avez des employés qui travaillent pour vous, des coopérants, des volontaires, vous devez, okay, vu que vous dirigez le travail, c'est à vous de prendre les mesures pour que la personne soit en sécurité. Okay? On parle de n'importe qui a un certain pouvoir. Donc, dans une école, c'est un professeur, un employé, un membre de la direction, un gestionnaire, le conseil d'administration. Okay? Puis ça, c'est peu importe que la personne le fasse en étant rémunéré ou non. Okay? Donc, entre autres au Québec, le programme de coopérants volontaires, ce sont des gens qui sont envoyés sur le terrain et qui ne sont pas rémunérés. Okay? On a des per diem, mais on n'est pas rémunérés. Donc, malgré ça, on a une obligation de s'assurer que la personne évolue dans un contexte de travail ou de bénévolat de façon sécuritaire. Le Code criminel va encore plus loin. Il prévoit une clause qui s'appelle la présomption de participation. Okay? Ça veut dire que la personne qui contrôle, qui est responsable de l'exécution de la tâche, de superviser la tâche, sait ou devait savoir ce qui se passe. Okay? Fait que ça veut dire que je devais être au courant que mon coopérant avait l'intention de ne pas respecter la règle et de conduire un véhicule à destination. Okay? Je devais être au courant. Donc, il faut non seulement... On ne peut pas juste mettre des choses en place, puis après ça, se revirer de bord, puis comme dire, bien, les choses sont en place, les choses sont en place. Ce qu'on doit faire, c'est des suivis. S'assurer que les gens ont compris, être à l'écoute, comprendre. Okay? Puis quand on dit qui est imputable, mais c'est vraiment dans une organisation, c'est tout le monde qui est responsable d'une activité. Okay? Donc, que ce soit pour le travail, l'enseignement, donc on parle vraiment d'un administrateur, un gestionnaire, un chef d'équipe, un employé, un mandateur, un entrepreneur, un professeur, blablabla. Tous les gens qui sont responsables d'une tâche. Okay? Tout le monde est imputable, que ce soit la personne physique. Okay? Donc, moi, Marie-Claude, je suis responsable de mon employé que j'envoie au Maroc, ou que ce soit la personne morale, c'est-à-dire Aléa, qui est responsable d'assurer que le milieu de travail est sécuritaire. Donc, quand on applique ce devoir de diligence en contexte de santé et sécurité internationale, c'est que l'employeur, Aléa,
ou Marc-Claude, OK, doit prendre toutes les précautions raisonnables. Donc, je dois agir en bonne mère de famille, compte tenu des situations particulières. OK, c'est là qu'il y a quelque chose, OK? C'est important que votre plan de sécurité et les mesures que vous mettez en place sont basées sur une analyse de risque, oui, globale, donc sur le pays de manière générale, mais aussi spécifique, c'est-à-dire spécifique à la région, spécifique à l'activité, spécifique au type d'individu qui fait partie de l'activité. OK? Tout ça, c'est pour prévenir les blessures, mais aussi, c'est que s'il arrive quelque chose, okay, on doit lui porter assistance. Puis, comment on fait pour démontrer qu'on a fait tout ça? Okay, ça s'appelle la défense de diligence raisonnable. Donc, il faut démontrer qu'on a été diligent de façon raisonnable. Il n'y a personne qui va dire que vous étiez supposé tout savoir puis tout prévoir. Okay? Le risque zéro n'existe pas. Il faut être raisonnable. Donc, dans le cas raisonnable, est-ce qu'on aurait dû être au courant? Okay? Et pour ce faire, on démontre qu'on a été prévoyant, qu'on a été efficace, puis qu'on a été autoritaire. Quand vous travaillez sur votre programmation, puis vous développez votre programme, puis vous développez vos mesures, puis vos protocoles, puis vos façons de faire, puis tout ça, vos moyens que vous allez mettre en place, si vous le faites avec prévoyance, efficacité et autorité, et dans le temps, évidemment, pas juste quand on le développe, mais quand on l'implante, vous allez faire preuve de diligence raisonnable. Puis là, je vais aller un petit peu plus loin, puis on termine ici avec la gestion, avec les obligations légales. C'est que vous êtes toujours imputable en matière de santé et sécurité au travail. Okay? En matière de sécurité, on est toujours imputable. On ne peut pas se dégager de sa responsabilité, même avec un formulaire. Okay? On ne peut pas, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux gens de signer un consentement éclairé au risque. Mais ce consentement-là, éclairé, doit être éclairé. La personne, quand elle signe, elle doit être informée. Okay? Habituellement, on va signer ce formulaire-là suite à toutes les informations qu'on a eues en matière en pré-départ. Okay? Puis s'il y a des risques qui surviennent en cours de projet, bien, on veut aussi s'assurer qu'on informe nos gens de ce risque-là, qu'on met en place les mesures d'atténuation, mais peut-être aussi qu'on va faire signer un consentement éclairé à ce que la personne dise non, moi j'accepte, je comprends que je m'en vais travailler dans un pays où je pourrais me faire voler mon sac à main, ou si je ne prends pas mes antipaludismes, que je pourrais attraper la malaria, etc., etc. La gestion du risque, OK? Donc, tout ça, là, je vous parle depuis tantôt, je dis, vous avez des obligations, vous devez le faire, mais comment on le fait? D'abord, on va se baser sur différents concepts. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la jurisprudence. Hein? On dit, on va être prévoyant, on va être autoritaire, puis on va être efficace. OK? Ça, c'est la première chose. On gère notre risque avec ces trois éléments essentiels-là. Mais aussi, on se tourne vers la norme ISO 31000, qui, elle, est une norme internationale en gestion du risque qui est présente dans les organisations. Okay? Donc, d'abord, on va planifier, on va faire, on va évaluer, puis on va agir. C'est toutes des choses qu'on fait déjà dans nos programmations. C'est donc en anglais Plan, Do, Check, Act, qui est quelque chose qu'on connaît peut-être un peu plus en matière de ISO 31000. Puis là, l'analyse de vos risques, puis les mesures d'atténuation que vous mettez en place, puis dont les plans de contingence pour justement être efficace advenant une crise, mais tout ça, ça fait partie intégrante de votre gestion du risque. Okay? Ça fait partie vraiment de l'ensemble des mesures qui font que vous allez gérer les risques liés à la santé et sécurité de vos voyageurs. Nous, comment on le fait chez Aléa? Bien, vous avez une idée ici, là. Je vous présente un petit schéma que vous avez aussi en outils. Donc, je ne vais pas vous le montrer là, parce que c'est exactement la même chose. Donc, vous avez un plan de sécurité dans lequel, justement, on parle de gouvernance, de prévention, de gestion de crise. OK? Donc, vous voyez autorité, gouvernance, prévoyance, prévention, efficacité et gestion de crise. Ça, on est avec la jurisprudence. Puis, quand on regarde ISO 31000, donc, c'est planifier, faire,
évaluer, agir. Tout est là. OK? Donc, si vous prenez ça, là, puis vous l'amenez dans votre bureau, puis vous commencez à dire, bon, OK, comment qu'on opérationnalise nos choses, ça peut vous donner une idée de pour comment fonctionner. On va parler je vous disais, on va parler justement là, de comment on opérationnalise. On va aller un petit peu plus dans le détail, puis on termine justement avec la gouvernance. Qu'est-ce que ça fait la gouvernance? Bien, c'est pour gouverner, pour démontrer votre autorité. Okay? Mais ce qu'on veut dans notre gouvernance, c'est établir notre tolérance au risque. Puis cette tolérance-là va différer d'une organisation à l'autre. Évidemment, la tolérance au risque de Médecins sans frontières versus la tolérance au risque de Hope International ou encore du SLAM de Solidarité Laurentide d'Amérique centrale versus le CISO versus... Vous comprenez? C'est vraiment en fonction de la nature de vos opérations. Donc, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Okay? Est-ce que c'est des stages scolaires? Est-ce que c'est des Québec sans frontières? Est-ce que vous êtes en développement, en humanitaire? Est-ce que vous êtes en intervention de première ligne? Est-ce que vos individus sont des gens qui ont peu d'expérience, que vous allez former? Est-ce que vous envoyez des gens sur le terrain en famille? Puis, ça va aussi dépendre de vos moyens, que ce soit financiers, mais aussi, c'est sûr, c'est lié à vos financiers. Là. Dans le fond, combien de personnes je suis capable de mettre en place? Est-ce que je peux supporter un arrêt des opérations? C'est quoi ça veut dire en matière de frais encourus? Quelle est ma tolérance face à une poursuite judiciaire? Etc., etc. Okay? C'est votre tolérance au risque qui va permettre de mettre en place les procédures, les règles, les protocoles, les formations qui vont faire en sorte que vous allez vous conformer à cette tolérance-là. Okay? Fait qu'il faut prendre le temps de se positionner comme organisation, okay, pour être capable que ce qu'on met en place nous permet de répondre à cette tolérance-là. Okay? Fait qu'on va mettre en place une gouvernance, que ce soit une politique de sécurité, un cadre réglementaire, des principes directeurs, peu importe la culture de votre organisation, vous allez développer un document qu'on va communiquer. Okay? Donc, c'est important qu'une fois qu'on a notre positionnement, on la communique. Okay? Puis qu'on considère, lorsqu'on élabore notre gouvernance, les différents facteurs qui vont influencer cette tolérance-là. Donc, les facteurs légaux, économiques, le contexte sécuritaire, l'analyse des coûts versus les bénéfices, les capacités à répondre à une situation d'urgence, etc., etc., etc. OK? Puis comme je vous dis vraiment, là, c'est ce document-là qui permet de vraiment savoir qu'est-ce qu'on met et on ne met pas en place ensuite comme protocole, puis comme outil. Bon, là, vous vous dites, bien là, Marie-Claude, notre document de gouvernance est à améliorer, il est à mettre à jour, on n'en a pas. Fait comment on commence notre réflexion? Bien, on regarde ce qu'on a en place, hein? On fait un portrait de ce qu'on a, de ce que ça dit. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça date de 1962? Ou c'est quand même d'actualité. On se questionne sur notre tolérance au risque. On regarde ces facteurs-là dont je viens juste de vous parler, puis on se dit, OK, nous, comment ça nous impacte? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? T'sais? Puis on pense à notre réputation, on pense à nos capacités d'intervenir. Fait que, c'est sûr que si vous avez beaucoup d'argent, hein, d'ailleurs, si vous avez beaucoup d'argent, vous devriez nous le dire. On va aller en chercher un peu. On veut savoir comment vous avez réussi à faire ça. Mais, dans le fond, si vous avez des moyens d'intervenir lors d'une crise, mais peut-être que vous êtes prêt à aller un petit peu plus loin dans votre tolérance. OK? On va prendre un exemple très simple et que vous allez probablement rouler vos yeux. Une compagnie minière qui exploite dans le fin fond du Burkina Faso. Okay? Bien, elle, son coût versus ses bénéfices, quand elle fait son analyse, elle se dit, bien, les chances que je retire des bénéfices sont très grandes, fait que je suis prête à prendre plus de risques. Puis, advenant qu'il se passe quelque chose, bien, j'ai les moyens de sortir mon monde avec des hélicoptères, par exemple. Okay? Donc, ça va avoir un impact. Puis aussi, bien,
oui, vous avez une obligation légale, mais vous avez aussi une obligation morale. OK? Donc ça va avoir un impact aussi sur ce que vous allez tolérer puis pas tolérer. Hein? Parce que même si la personne, vous lui dites, ben c'est fini, vous avez plus à... On n'est plus responsable de vous à partir de tel moment, mais qui reste quand même dans le pays, puis que c'est pas clair qu'ils sont plus sous votre responsabilité, puis il arrive de quoi? Ben, est-ce que moralement, vous allez devoir les appuyer? Donc, c'est ça. Donc, il y a un ensemble de choses sur lesquelles il faut réfléchir. Ce qui est essentiel, c'est d'engager les hauts dirigeants dans l'élaboration de ce document-là, dans cette réflexion-là, mais aussi le conseil d'administration, qui est aussi imputable. Donc, peut-être, dépendamment de l'implication de votre conseil d'administration, est-ce que vous voulez vraiment les impliquer dans la réflexion, mais ou au moins faire adopter le document par eux lors d'une rencontre. On vous a fourni, voici les thèmes de manière générale qu'on devrait aborder dans un document de gouvernance, mais vous avez aussi un outil qu'on vous a remis. C'est un exemple d'une table des matières, d'une politique. Donc, je vous la montre rapidement ici. Voilà. Donc, vous avez un exemple de table des matières, définition en préambule, etc., sensibilisation, santé, communication, séjour accompagné et avec mineurs. Bon, donc c'est un ensemble d'éléments. C'est un exemple, tout simplement. La vôtre pourrait être plus courte, pourrait être plus longue, dépendamment de votre culture organisationnelle, toujours. Voilà, ce qui m'amène à clore les séances 1, qui a été plus longue que 25 minutes. On va s'ajuster, comme je vous disais. Fait que je vous vois dans la séance 2, dans laquelle on va poursuivre justement là, sur l'opérationnalisation de la gestion du risque. Puis, on va regarder l'outil, votre petit devoir que vous aurez à faire pour avant notre séance en direct du 27 mai. Alors, sur ce, à bientôt!